Mesdames et messieurs, bonjour, un réel plaisir de vous retrouver en ce début de semaine pour passer 90 bonnes minutes avec vous, toujours en compagnie de ma compagne de tous les matins, Jennifer Esmeralda Sativi. Bonjour. Bonjour, Aurélien Akouainou. Je ne sais pas si vous avez... Bonjour également aux téléspectateurs. Est-ce que vous auriez des candidats à la maison? Oui, j'ai des nièces et des neveux qui composent, qui depuis le 7 dernier composent. Il y en a qui sont allés au CEP, d'autres au BEPC. Il y en a le bac qui est en cours actuellement. J'en ai aussi dans ma maison. Donc, bonne chance aux candidats qui ont commencé à composer depuis hier. Et beaucoup de courage. Il faut la persévérance pour la suite. Et les parents également ont le droit de soutenir leurs enfants. Absolument, les parents ont le droit de soutenir leurs enfants, mais il est un constat que certains parents, lors de l'examen, non seulement vont accompagner les enfants sur les lieux de composition, mais au lieu de rentrer chez eux, eh bien, ne quittent plus les lieux, restent sur les lieux jusqu'à la fin de la journée. Pourquoi certains parents se comportent-ils de la sorte ? Est-ce pour témoigner son affection à l'enfant, pour lui témoigner une sorte de compassion, ou bien vont-ils encombrer les centres d'examen? Eh bien, c'est de ce sujet que nous parlons dans cette émission aujourd'hui, Jennifer. Absolument. Et nos invités sont déjà dans le studio pour nous apporter des éclaircissements tout à l'heure. À quel moment ça peut devenir une déviance, je dirais, à quel moment ça peut être de l'exagération et quel impact cela peut avoir sur l'enfant? Nous aurons la réponse à toutes ces questions dans quelques instants. Mais avant, Roch, nous allons danser, chanter et suivre également les merveilles du Bénin. Absolument. Et très rapidement, nous allons découvrir ces merveilles du Bénin. Et voilà donc, nous étions à Abomey, plus précisément au musée Klaus Ransburg d'Abomey. Vous avez pu voir, c'est un musée qui accueille des restes d'objets découverts dans les souterraines d'Aguinguento. Vous avez pu voir justement ces scories qui sont exposées et qui renseignent sur l'histoire de notre pays. Vous venez au Bénin, vous faites un tour par Abomey, eh bien, demandez tout simplement à visiter ce musée et puis vous en apprendrez beaucoup. Beaucoup sur l'histoire justement du pays et d'Abomey, parce qu'il y a aussi des images qui sont exposées et des guides certainement pour mieux édifier ceux qui s'y intéressent. Absolument. Alors juste après ces merveilles du Bénin, mesdames et messieurs, nous allons rire un peu, n'est-ce pas? Oui, nous allons rire. Nous en avons l'habitude sur cette
matinale. Nous communiquons et distillons la bonne humeur. Et justement, c'est pour cela que nous allons faire venir dans vos maisons cet artiste humoriste qui va vous égayer ce matin. Allez, on découvre l'humour du jour. Ça c'est la bande tonnerre. Pythagore le génie, groupe Diab petit bâtiment. Les Shogar là, demi tout mollet, Oui, alors? Non, il vient toujours de partir. C'est à mon domi. Oui. Non, tu vois déjà. Mais quand on te voit, moi. Aïe. Asa ifi oye. Eh, nsa wo ngbe ya. Et il a mis tout à l'heure, je me suis dit, je me suis dit, complet. Puis de vous sortir au temps, je me que tu es déjà en route. non, on sort pour Cotonou. Ah, Cotonou. Voilà, Cotonou. Non, non, pas Kofi. Toi, moi, d'ailleurs, Cotonou, voilà, Cotonou. Eh, mais là, c'est à moi. Eh, c'est. Tiens, tu vas dire, après, Cotonou. On va y aller là. Ah, bien, après, vous avez. Non, on va y aller. Eh, mais c'est tu dis, et le top pas, bien. Avant, tu vas nous non, top pas ton. Et non, top pas ton est déplacé si top pas bois étoile. Et le top pas bien, et tout calabia, et tout fossa, et tout akobato, et tout agra. Mais là, si tu veux, ouais, écoute-moi. Je ne dis pas à côté. Zomi. Eh, on a. Oh, mais non, I'm not there. Eh, bon. Tout le monde a télé. À côté de télé. À mon bain, il écoute moi. Eh, ouais, quoi, bon, non, pourquoi il béo? Le était où? Dis-le, dis à toi. D'ailleurs, le top pas Cotonou, bien complet. Pas Cotonou, là. Ma problème, il y a même photo, mais ma mais pourquoi il a déplacé si d'autres me pas. Quoi, les ados, quoi, comme il a montré qu'on a plus de au nouveau mot, à dire à côté de télé. Quand il a un bon frère, il doit couper, il a un bon aïe, bon, non, pourquoi il béo? Ouais, tout là. Vous êtes bien là. Vous. Ciao. Mais le top pas mais et tu bête du moi ça se pas na me doué bo akrobe c'est na me tam oui bon on ko ngbe o ama ko awon se wade no no ne me de ko wani wa no wa tolo na ilo no to boja na ilo ko ko boja ba tolo yin wa do mo we ai na be na lo fo sa o yo mi mo pa ti bo nye o do na que tu es en route bon mais bien ko de da gbe wadi dio me de la sin de ne ablo ababo ni tigbo et il connaît donc quand on fatal na le c'est de bien quoi mon nous quoi dag ba to te ba mais ça mon c'est do mais il ngbe afututu ya ya wa no yo o jomo no ne ha bon frère to je wa ye il est sur ba lo do ko ti boyo que frère ti wa pon mi auto mais et là ba am lo ko fi conseil wa mi ta ko Ah oui, tout ça c'est de l'humour. Hein. Il est allé visiter son frère. Son frère dans le nord du pays. Oui. Il a pris goût et sous prétexte qu'il pleut, parce que en effet nous sommes en période de pluie et il y a un peu d'inondation. Il dit que pour ça, lui, il ne retourne plus à Cotonou. Oui. Quel que soit ce qu'on a fait pour le déplacer, mais il dit non, c'est un problème. Donc, qu'est-ce que vous auriez fait? Bon, il a peut-être ses raisons. Vous l'avez vu, il s'est assis il a allumé la télé confortablement dans le salon. En tout cas, il a décidé à ne plus bouger. C'est compliqué. Bon, qui a trouvé la belle vie n'a jamais refusé. Franchement, il faut mieux faire avec. Hein. Le frère, il vaut mieux tranquillement. Il va falloir qu'il négocie avec lui. Oui. Et puis appeler sa mère et lui dire laisse tomber, ton fils ne vient plus. Mais pour le moment, il a menti. L'eau n'a pas encore envahi l'étoile rouge. Non, pas encore. Alors, merci donc à Foutonton. Après donc cette
partie d'humour, mesdames et messieurs, on passe au clip du jour. Et aujourd'hui, on est avec une artiste que vous aimez très bien, que Jennifer aime aussi très bien. Et c'est pour ça qu'elle vous propose justement de suivre ce clip Happiness, My Happiness de Fatih. Voilà. C'est ma plus belle erreur, ma plus belle histoire. Embrasse-moi comme tu sais le faire. T'es mon plus bel habit, mon meilleur ami. Ananou, Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mauvais moyen des doigts à te mettre, donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon qui côté, ouais, binou. Allô, d'alomé, ni mon fait. Mauvais moyen des doigts à te mettre, donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon qui côté, ouais, binou. One you know, my happiness. Sur laquelle je veux m'asseoir. C'est mon plus beau cadeau et ma meilleure mélodie. Ananou, Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mauvais moyen des doigts à te mettre, donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon qui court, allô, d'alomé, ni mon fait. Mauvais moyen des doigts à te mettre, donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon qui court, ouais, binou. One noche, my happiness, my happiness. One noche. My happiness. My magician. My desire. My happiness. My happiness. Voilà, oh super, moi en tout cas moi j'ai dansé et vous avez surpris Rock en train de danser. Oui, c'est comme ça se passe en ici. En tout cas, c'est très dansant et c'est une très belle chanson. Ce n'est que partie remise, une très belle chanson que moi j'ai aimée. Oui. Chaque fois que je l'écoute, oui, je danse. Voilà, Fatih qui nous chantait My Happiness. Justement qu'on va retrouver à la fin de cette émission et à ce moment, Jennifer et moi, nous allons nous mettre sur la piste et danser, hein, vous allez voir. Alors, Jennifer, c'est le moment d'installer le plateau de discussion. Aujourd'hui, nous parlons de ces parents les parents qui accompagnent les enfants dans leur lieu de composition lors des examens et qui ne rentrent plus chez eux, à la maison. Qu'est-ce qu'ils y font? Eh bien, nous allons en parler juste dans « Et si on en parlait ».
Et nos invités sont déjà autour de cette table, mesdames et messieurs. Jennifer Sativi, est-ce que vous pouvez nous aider à décliner leur identité? Envahissement des centres d'examen par les parents, compassion ou affection. Nous recevons sur ce plateau quelqu'un que vous connaissez très bien, amis téléspectateurs. Il s'agit de Monsieur Toussaint Sagofanou. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un plaisir. Voilà, enseignant à la retraite, directeur d'établissement, vous avez beaucoup de choses à nous dire sur ce plateau. Malheureusement, parce que vous avez malheureusement en très peu de temps, il n'y a pas beaucoup. Bon. En tout cas, nous allons en tirer le maximum de vous. Une parente également sur le plateau, Madame Patricia Maouna. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Voilà. Vous allez très bien. Ça va super. Et vous avez vu avant que vous ne sortiez de la maison? Je crois bien. Il vous a dit que vous êtes magnifique, vous êtes très belle. Ah ouais. Ah oui, en tout cas, les téléspectateurs me chargent de vous dire que vous êtes très belle. Merci. Alors, madame, vous êtes parente, vous avez votre enfant qui est déjà allé à l'examen une fois, n'est-ce pas? Oui, ou bien deux fois déjà? 2 fois déjà. 2 fois déjà? Ouais. Ah, très bien. Il paraît que ce sont les femmes qui, quand elles accompagnent les enfants dans les centres de composition, ne reviennent plus à la maison. Est-ce vrai que vous aussi, vous êtes restés sur les lieux? Comment vous avez fait? Eh bien, je suis pour l'accompagnement sur les centres d'examen. D'accord. Je trouve que la présence des parents, ça rassure les enfants. Oh. Mais malheureusement, je ne reste pas jusqu'à la fin. Je reste là jusqu'à un certain moment. Je me retourne, je reviens à la pause, je fais un peu de temps, je me retourne aussi. Jusqu'à quel moment? À la pause, vous êtes là de 8h à midi, vous revenez à 16h, comment vous faites? Non. J'accompagne déjà l'enfant au centre le matin jusqu'à on sonne l'entrée et ils sont en salle. Moi, je rentre à la maison. À la pause à 12h, je reviens, je passe l'épreuve qui va suivre avec lui. On reste là un certain moment à papoter. Oui. Je me retourne encore et le soir, je viens les chercher. C'est ça. C'est comme ça que vous faites. Ouais. Mais vous constatez que pendant que vous rentriez, certains parents ne bougent pas. Ils restent là. Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi ces parents ne bougent-ils pas? Je ne sais pas s'ils ont l'habitude de rester jusqu'à la fin, mais je trouve que leur présence est plus pour rassurer les enfants. Oui, je trouve que quand l'enfant est en salle et c'est son parent dehors, ça peut le motiver, ça peut le rassurer. En fait, c'est ça mon avis. Voilà. Alors, monsieur Fanoussa, vous avez écouté ce que madame a dit. Est-ce que vous pensez réellement que la présence des parents devant les centres d'examen, dans la cour, rassure les enfants comme il faut? D'abord, merci pour le sujet parce que ça va construire la psychologie de beaucoup de parents et même de beaucoup d'élèves. C'est très bien, nous l'avons toujours enseigné. Il faut que pendant ces périodes un peu cruciales, un peu stressantes, que les parents accompagnent leurs enfants, leur progéniture dans les centres d'examen. Surtout quand c'est un peu loin, ça se comprend, c'est même nécessaire. L'enfant se sent épaulé. Mais je suis très ravi de ce qu'elle a dit. J'ai constaté, vous savez, il y a ce que nous enseignons, qui est tout à fait normal, mais il y a les règles qui doivent être observées par rapport au centre d'examen. Le centre d'examen ne doit jamais être envahi par des parents qui n'y ont rien à faire. S'ils sont là pour régler des problèmes de substance, des problèmes reconnus par les examinateurs, là d'accord. Mais si ce n'est pas le cas, que c'est juste un parent accompagnateur qui veut rehausser la psychologie de son enfant, il l'accompagne, allez, va en salle, ça va se passer très bien, je reviens te chercher, tout ça c'est bien. Non, mais quelque part, est-ce qu'il ne faut pas les comprendre? Peut-être que l'enfant n'étant pas habitué à ses examens, la veille a un peu chauffé, il était stressé, le parent aussi devenu stressé veut voir comment cela va se passer. Est-ce qu'il n'y a pas de bonne raison que le parent reste là pour s'assurer que l'enfant est dans la salle de composition et que tout se passe très bien? Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque vous arrachez un petit enfant des bras de sa maman, et que c'est l'oncle ou bien le tuteur ou bien un autre qui l'emmène, tant que la maman est là, il sera toujours en train de pleurer, en train de tendre la main vers sa maman. L'enfant qui est en classe n'a plus besoin du support parental avec la présence du parent dans la cour. Son support numéro 1, c'est les épreuves.
les surveillants de salle, et puis ce qu'on lui a mis en tête, vas-y, tu vas réussir, c'est pas sorcier, des gens ont réussi avant toi, allez vas-y. Mais il y a un mal, lorsque madame est dans la cour, et que moi je suis son enfant, et que de temps en temps je lève la tête, je la vois là-bas, je suis distrait. Je suis distrait. Sa présence n'est pas aussi rassurante qu'on le croit. La présence la plus rassurante, c'est celle qui consiste à dire, allez viens, on y va. L'enfant, aux côtés de ses autres camarades, a le privilège d'être accompagné par ses parents. Il est tout à fait heureux. Il est, je dirais, j'oublie le mot, mais il est enfin, en tout cas, il est privilégié. Voilà, il est privilégié. Maintenant, quand maman lui dit, parce que lui-même sait que sa maman ou son papa ne doit pas être dans la salle, encore moins dans l'établissement. Donc, quand maman lui dit, allez, va en salle, mon petit chéri, ça va marcher tout à l'heure. Allez, travaille bien. Hein. Je suppose, de 8h à 12h, il y a composition. Que fait le parent dans l'école de 8h à 12h pendant que l'enfant compose? Là, c'est une très belle question. L'enfant est déstabilisé lorsque à chaque fois, il doit se souvenir de ce que son papa ou sa maman est là et l'attend. Ce qu'il attend, ce n'est pas son papa. Mais est-ce que le contraire aussi ne peut pas se produire? Il y a certains parents, quand ils accompagnent leurs enfants, ils sont à la recherche peut-être d'un surveillant qu'ils connaissent, le temps de recommander peut-être l'enfant à ce surveillant. Écoute, il y a ton fils qui est en train de composer, il est dans quelle salle, son numéro rapidement. Et puis le surveillant, si par chance il se retrouvait dans cette salle-là, est-ce que vous ne voyez pas l'enfant qui voit son parent échanger avec un surveillant de loin et qui voit le surveillant dans la salle, psychologiquement, est-ce que vous ne voyez pas qu'il se crée une certaine assurance à son niveau? Je vais vous surprendre. Vous êtes en train d'apprendre à cet enfant la loi de la facilité, les voies de la facilité. Ouais. Non. L'enfant est grand. Même au CM2, un enfant est suffisamment grand lorsqu'il peut aller, d'abord pendant l'année scolaire. Combien de fois vous accompagnez les enfants à l'école? Non. Si, par exemple, on lui change de centre, il va dans une école toute l'année, il y va seul, il revient seul. C'est déjà très bien. Il a appris à être autonome. Maintenant, si on a changé de centre et qu'il doit aller loin, que ce soit proche ou loin, votre devoir, c'est de l'accompagner. Mais pas de rester là. Et encore moins de chercher à lui montrer que vous êtes en train d'échanger avec un surveillant qui, de temps à autre, pourra lui venir en aide. C'est catastrophique. J'ai horreur de ces lois de facilité. Et je n'aime pas encourager ça. Madame Maounava, vous allez peut-être nous expliquer. Lorsqu'on cherche à rassurer l'enfant de cette façon, est-ce que ce n'est pas compte tenu du profil de son enfant, sa fille, son fils? On sait que oui, il faut qu'il me voie, il faut qu'elle me voit, sinon elle ne fera rien. Est-ce que le parent, à ce moment-là, ne joue pas ce rôle-là en fonction de la personnalité de l'enfant? Je crois que oui. Je crois que oui, dans la mesure où chaque parent sait ce qu'il a comme enfant. Et aujourd'hui, je trouve que c'est notre génération de parents qui végètent malheureusement dans ces pratiques-là. Malheureusement, hein? Oui, malheureusement, puisque moi, quand j'allais à l'examen, c'est vrai, ma maman m'accompagnait, mais elle ne restait pas. Et elle nous amenait au centre, elle se retournait et elle nous amène juste le premier jour, on fait les 3 jours après. Mais aujourd'hui, nous, on est beaucoup plus collant, beaucoup plus affectif, je vais dire. Est-ce que c'est parce que vous aimez plus les enfants que les parents? Je trouve qu'aujourd'hui, on n'a plus l'habitude d'exposer autant nos enfants. Donc, ça fait que les voir dans un milieu seul, ça ne nous rassure pas. On se dit, quand il saura qu'on est là, ça va l'apaiser, ça va l'amener à faire des choses bien. Donc, je crois que c'est là. L'enfant ne demande pas forcément ça. Des fois, on a des comportements que les enfants ne supportent pas, ils ne veulent même pas de notre présence, mais nous, on est là. Mais est-ce que c'est facile pour le parent de couper? J'aimerais bien savoir, vu qu'il est déjà tellement, le parent, est déjà tellement attaché à déjà son projet. Quand vous dites, par exemple, malheureusement, est-ce que vous pensez qu'un parent qui entend ça va arrêter du jour au lendemain, facilement comme ça? Je crois qu'on fera l'effort d'arrêter. Ouais, je crois qu'il faut faire l'effort d'arrêter. Et puis, cette année, je ne sais pas, je n'ai pas eu de candidat à l'examen, mais j'ai ma nièce et mon neveu qui ont composé. Et au CEP, ce n'était pas pareil, mais au BEP, c'est déjà, je crois, le samedi déjà, aucun parent, aucun candidat n'avait accès au centre d'examen. Franchement, j'ai loué ça. Et puis, c'est seulement les candidats le lundi qui ont accès au centre et à leur salle. Les parents sont restés dehors. Aucun parent
n'a pu. Donc c'était très bien. Alors, dites-moi, les parents qui vont s'asseoir là-bas et qui ne quittent pas les centres de composition, est-ce qu'ils sont des parents désœuvrés ou bien c'est l'expression de l'affection qu'ils ont pour leur enfant, ou bien c'est une sorte de compassion, ou une sorte de rattrapage de ce que l'on n'a pas fait au cours de l'année? Le professeur l'a dit tout à l'heure. Combien de fois le parent l'a accompagné à l'école durant toute l'année scolaire? Est-ce que c'est une sorte de rattrapage ou concrètement, comment peut-on cerner le comportement de ces parents-là? Je verrais plus sur le volet de rattrapage. Ouais, parce que ça n'a rien d'affectif ni de trucs là. Je verrais plus sur le volet de rattrapage, puisque si tu as un enfant qui va à l'examen, il y a la pression familiale. Déjà, tu dois faire ci, il y a le mythe qui va avec, on nous stresse pour rien, les parents mettent une pression fou. Et puis, après le jour J, il y a les enfants qui sont pas bien, qui sont stressés. Moi, ma nièce, le samedi, elle faisait, je ne sais pas si c'était le stress, elle était vraiment mal en point. Elle ne peut pas se coucher, elle ne peut pas s'asseoir, elle a les maux de ventre, elle a les maux de tête. Je trouve que c'était le stress. Le dimanche, c'était pareil. On disait à sa maman, laisse-la dormir, laisse-la dormir. Et c'est le lundi, quand elle a vu ses camarades, quand elle a vu le centre d'examen, que ça s'est calmé. À midi, on a fait un tour, elle avait le sourire. Donc, je trouve que c'est la pression que les parents mettent déjà au cours de l'année scolaire. Tu sais, moi, en mon temps, j'ai jamais été au CEP 2 fois. Il y a une pression là. Donc, à force de mettre la pression aux enfants, le jour là, tu es là juste pour les rassurer, pour lui dire c'est ce que vous avez eu en classe. Calme-toi, ça va aller, je suis là. C'est une manière d'apaiser les enfants pour dire j'ai crié, mais il n'y a rien. Vas-y, va écrire. Monsieur Sagofano, madame nous a présenté la réalité, parce que depuis le premier jour, pour la plupart des parents, il y a ce mythe-là qui se construit et toute cette pression-là. Donc, est-ce que quelque part, ce n'est pas justifié? Je vais d'abord sauter sur une occasion. Tout à l'heure, vous avez parlé d'enfants parfois malades, les parents doivent accompagner. Si mon enfant est malade et que psychologiquement, il ne supporte pas l'absence de son papa ou de sa maman dans un centre de ce genre, je vais voir un psychologue qui me délivre un papier et avec ce papier, j'interviens auprès des responsables du centre, puisque la loi est la même pour tout le monde. Il n'est pas question que moi je dise « Ah, mon enfant, attention, moi je dois rester, vous pouvez partir. » Non, il faut qu'il y ait un papier qui m'autorise, moi, parent, à rester dans l'enceinte parce qu'il est dit que psychologiquement et psychiatriquement, mon enfant, tant qu'il me voit, il est rassuré. Ce n'est pas le cas de tous les enfants. Est-ce que de tout le temps que vous avez passé en tant que directeur, en tant que chef centre, etc., vous avez eu des papiers comme ça, des exceptions comme ça? Oui, j'ai connu des cas comme ça où l'enfant n'est rassuré que lorsqu'on lui montre son papa en train de faire la ronde dans l'établissement. Là, il est tout sourire. Dès que son papa disparaît, il a des problèmes. On a été obligé d'adopter cette dérogation par rapport aux règles qui sont établies. Et le papa est obligé enfin, il y a un angle où se trouve l'enfant. On a essayé d'ajuster avec là où le papa doit passer. Et de temps en temps, il fait la ronde. Et ça, sinon, il s'embrouille, il devient violent. Mais est-ce que je ne comprends pas? Mais c'est rare, hein? Oui, c'est vrai que c'est rare. Au cours de l'année scolaire, lors des évaluations, lors des interrogations, des devoirs, on fait appel aux parents et il vient faire la ronde comme ça. C'est pas la même chose. Au cours de l'année scolaire est différent des compositions. Oui, au cours de l'année scolaire, il est tout le temps en classe avec des professeurs. Le stress qui caractérise les examens, où déjà avec ses camarades on dit examen, ça là c'est un stress qui fait monter l'adrénaline dans la tête de l'enfant le jour où on doit aller composer. Comme elle l'a dit, l'enfant qui a commencé à avoir des problèmes le samedi, dimanche même chose, et subitement lundi voit ses camarades, il est à l'aise. Il a l'impression d'être avec les gens qui vont le protéger. Il est à l'aise. Mais seul il ne pourra pas s'en sortir. Donc il y a des circonstances atténuantes pendant l'année scolaire. Le jour de l'examen, il n'est plus dans les mêmes conditions
d'infrastructures, les mêmes conditions humaines avec son professeur, ses enseignants, ses camarades de classe. Non, il voit un autre monde dans un autre milieu. Donc c'est pour cela qu'on peut avoir des cas spécifiques et spéciaux et rares, très rares. De toute ma carrière de 31 ans, je n'ai connu que 3 cas. 3 cas. 3 cas où on a effectivement un papier. Un des papiers est délivré depuis Paris. J'ai trouvé que bon, ça c'est les Yovo. Oui. Ils sont très fragiles. Un autre cas est délivré ici à Cotonou. 2 autres cas sont délivrés à Cotonou. Non, un cas à Cotonou, un autre cas depuis le Gabon, où l'enfant ne peut pas faire. Disons que c'est des handicapés. En anglais, on peut parler de retarded. Et là, ils ont besoin de la compensation de la présence de leurs parents. Mais je voudrais aussi ajouter une chose. Il ne faut pas subitement, le jour de l'examen, devenir le parent gentil, le parent superbe. Pour vouloir combler le retard. Non, il faut qu'il y ait une complicité entre vous et votre enfant depuis toujours. Viens, aujourd'hui, tu vas me réciter et je vais voir. Et maman, tu as 2 bonbons à nous offrir. S'il récite bien, on lui donne. De sorte qu'il y a une complicité qui est faite. Et le jour-là, comme elle l'a dit, je la remercie. Le jour-là, l'enfant veut vous démontrer que lui n'est pas n'importe qui. Et il vous demande de foutre le camp, lui va faire le travail. C'est ça. Ce n'est pas quand vous avez passé 9 mois à revenir à la maison à 23h pendant que les enfants dorment. À partir de la maison à 5h pendant qu'ils ne sont pas encore réveillés, subitement, le jour de l'examen, vous venez maintenant, vous priez l'enfant. L'enfant même va commencer à se poser des questions. Mais papa, maman, je ne le trouvais pas comme ça avant. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est pendant tout le temps que l'enfant est, depuis qu'il est né là, c'est depuis ce temps, il n'y a pas de petits enfants. Aujourd'hui, encore moins qu'hier. Aujourd'hui, nous, autrefois, à notre époque, on était considérés comme des petits quand on est petit. Aujourd'hui, quand ils sont tout petits, c'est des géants, c'est des génies. C'est des gens qui entendent tout pendant que vous croyez qu'ils dorment. C'est des gens qui voient ce que vous ne voyez pas. Donc aujourd'hui, il faut les prendre comme des amis. Créer une symbiose entre vous. Là, vous allez voir, quand vous allez le préparer pour l'examen, que ce soit du CPE ou bien du BEPC, il est suffisamment aguerri. Vous lui enseignez que la peur de l'échec, ça fait déjà 50% d'échec. La peur est dangereuse. Vous voyez, les gens qui voient un danger, quand ils veulent courir, ils tombent. Parce que la peur les anéantit. Mais quand vous lui apprenez ça et vous lui montrez que s'il réussit là, une belle bicyclette, tu vas voir. Tu sais, l'autre a réussi l'année passée comme ça, simple. Il ne travaille pas autant que toi. Toi, tu vas réussir. Il y a des comportements qu'il faut avoir. C'est pour cela que la psychopédagogie est obligatoire. Vous avez des enseignants. Quand elle amène son enfant à l'école et que l'enfant est remis en classe pour la composition BPC, n'importe quoi, le surveillant de salle doit automatiquement prendre la relève, non seulement en tant que surveillant de salle, mais en tant que parent, en tant que géniteur, pour compenser l'absence de la maman ou du papa qui n'est pas là. C'est comme ça que ça doit se faire, mais il faut en avoir la formation. Très bien, il faut en avoir la formation. Nous allons rapidement voir les raisons pour lesquelles certains parents préfèrent aller s'asseoir carrément sur les lieux de composition de leurs enfants, à les attendre. En tout cas, beaucoup de raisons peuvent justifier cela. Nous allons écouter donc ces quelques citoyens que nous avons interrogés dans la ville de Cotonou. C'est une question pertinente. Nous sommes à l'ère de l'approche par compétence. Il faut mettre l'enfant à l'épreuve. Il faut laisser l'enfant se débrouiller. Il faut laisser l'enfant se débrouiller. Mais ce que je vois là, c'est pas bien. Il faut que les parents laissent les enfants. Il faut que les enfants soient autonomes. On envahit les centres, c'est pas bien. C'est pas bien. Lorsque, durant toute l'année, l'enfant a eu le temps de se préparer, les parents l'ont suivi, il faut le laisser se jeter à l'eau. Ce n'est pas en venant dans le centre, ça n'aide l'enfant à rien. C'est leur droit de faire ça. Et de notre côté, ils se font du souci pour nous et puis ils aimeraient savoir comment l'examen s'est passé, puis aussi nous encourager à continuer. Il faut voir d'abord le souci des parents d'élèves d'assister psychologiquement et moralement leurs enfants. Mais dans cette affaire-là, il y a les avantages et les inconvénients. Les inconvénients, c'est que les enfants se sentent toujours assistés à tout moment. À un moment donné, les parents doivent quand même les lâcher un peu pour qu'ils puissent se prendre seuls. Parce que dans la vie, il y a toujours des situations à assumer. Voilà. Les parents jouent leur rôle normalement. Et nous vivons ici.
Oui, à ce moment, on est sur nous clavier à ce moment. Bon, on tourne des mains. À ce moment, les gars, on file, on file, on va on noter ta quoi, me plaisir ni. Donc moi, na donc on va se de noter pour les nous. Quand on entend couler à monnaie, quoi, tu t'entends les gongo de bois pour les nez, quoi, ici. D'autres personnes ne vivent pas avec leurs parents, quoi. Donc pour eux, les parents venir ici, c'est comme une chance pour eux, quoi, que les parents restent là lorsqu'ils composent. Je sens mes parents auprès de moi. Eux aussi même sont inquiets du fait qu'il nous arrive quelque chose. C'est pour ça qu'ils sont souvent là. Au cas où il y aurait quelque chose. Il ne faut pas être un candidat. Il faut toujours être avec son enfant le jour de l'examen. Là, c'est une fierté pour l'enfant aussi. Là, l'enfant sait que quelqu'un est derrière moi. Mais il y a une ville. Ils ont victoire, ils ont noté pour soutenir vieux temps. Si tu as mon bail, il y a classe. Il y a un courage pour l'envoison. Les apprenants candidats que nous avons de nos jours ne sont pas comme les anciens candidats, c'est-à-dire les anciens qui avaient fréquenté avant ces nouveaux élèves que nous avons, ces nouveaux candidats que nous avons. Parce qu'avant, psychologiquement, les gens étaient très forts par rapport aux enfants que nous avons de nos jours. Raison pour laquelle les parents, on ne peut pas leur refuser de ne pas les accompagner jusqu'au centre. Parfois même les parents vont même jusqu'à leur montrer leur numéro de table, c'est-à-dire vont jusqu'à leur montrer là où ils doivent rester pour composer. C'est vrai, bon, le soir, on peut venir les chercher. S'ils sont petits, ils ne peuvent pas rentrer seuls. Mais on amène le repas, non, il faut laisser les enfants se débrouiller. Et là, ils seront eux-mêmes. Parce que là, ils seront, en faisant comme ça, là, ces enfants-là seront désormais des filles à papa, des garçons à papa. Ce n'est pas intéressant. Ah oui, beaucoup de choses ont été dites. Hein. Madame, vous avez entendu votre réaction sur ce que vous avez écouté là? Mais les avis sont partagés. Ouais. Il y a chaque génération de parents, comme on l'a dit. Mais en même temps, on cherche à grandir, à évoluer avec nos enfants, à être là à chaque pas qu'ils font. Donc c'est pour ça, c'est ce qui justifie notre présence. C'est vrai qu'on va faire l'effort de ne pas exagérer, de ne pas rester au centre des armées pour les étouffer. Mais quand même, on sera là pour les accompagner. Oui, vous serez là pour les accompagner. Et des enfants l'ont exprimé. Il y a un qui a même dit que la présence du parent, c'est comme une chance que le parent apporte à l'enfant. Oui, ça rassure. La présence du parent, ça rassure. Ça rassure. En tout cas, on a été candidat. On sait que la présence, ça apaise vraiment, puisqu'il y a une pression énorme. Chacun sait comment il vit. Il y a des candidats qui ont vu juste le centre des armées, se sont évanouis. Oui. La chance qu'il avait, c'est que son papa l'a amené. Le papa n'était pas encore entré. Donc le papa, on a fait appel au papa. Je ne sais pas comment ça s'est passé après, mais à midi, il était là seul. Le papa est allé au boulot. Donc c'est pour dire que ça rassure. Des fois, les surveillants, ils ont plusieurs cas de figure que ça les dépasse parfois. Donc, il faut que le parent soit là pour dire « Mon enfant, c'est ci, c'est comme ça, il faut aller avec lui. C'est comme ça qu'il faut faire avec lui. » D'accord. Oui, professeur. Vous avez également suivi, professeur. Oui, j'ai suivi et je suis ravi. Je suis content de constater que c'est vrai, les avis sont partagés, mais il y a une bonne majorité qui trouve que c'est exagéré. Il ne faut pas mettre l'enfant, le candidat, sous l'assistanat permanent des parents. Il faut bien le laisser grandir. Je suis d'accord pour une chose, l'affection des parents, la présence des parents, tout ça c'est rassurant. Mais rassurant, oui. Collant, non. Que ce soit vraiment le parent qui vient remonter le moral à son enfant, à sa fille, d'accord. Mais quand vous lui démontrez que sans vous... Maintenant, il y a un aspect que je constate souvent. Maman n'est plus avec papa, ça fait des lustres. Oui. L'heure de l'occasion est une occasion, de l'examen est une occasion pour maman de montrer à son enfant qu'elle est toujours avec lui, qu'elle lui donne son affection. Et quand c'est elle qui doit venir, même si c'est papa qui vient déposer l'enfant, elle se donne comme devoir de rester là. Chaque fois qu'il me verra, il saura que je suis là avec lui. Je crois que ce n'est pas forcément la meilleure solution. Il vaut mieux que l'enfant sente que papa, c'est vrai, je suis avec papa, maman n'est plus là. Mais quand je suis venu, pour mon examen, maman est venue me dire, courage, félicitations, ça va aller. Et puis elle se retire. Il faut que, avec ce que j'ai suivi comme élément, j'ai la certitude que d'ici 5 ans,
on ne parlera plus de ce sujet avec autant d'acuité, où les parents sont collés au centre d'examen. Beaucoup de gens ont compris que ce n'est pas nécessaire. L'affection se donne à la maison, l'affection se donne partout où on est avec son enfant. Mais dès qu'on l'amène quelque part, on le laisse aller. Il y en a qui disent qu'ils vivent l'examen. C'est un parent qui va, un enfant qui va à un examen, c'est comme si c'est le parent même qui va à l'examen. Donc, ils partagent et vivent parfois plus le stress que les enfants. C'est pour cela que j'ai dit que c'est une très bonne émission, ce que nous faisons. C'est instructeur, c'est instructif, c'est éducateur et c'est éducatif. Oui. Parce que les parents qui vont suivre ce que vous faites, ce que nous disons, vont changer de comportement s'ils avaient l'habitude de jouer le rôle de chewing-gum contre le plancher. Ils vont changer. Donc, même les gens, vous savez, je suis sûr que vous ne serez pas aussi attachés à un enfant au point d'avoir l'impression que c'est vous qui passez l'examen. Sur 100 parents, il n'y a que 11 qui ont, c'est des statistiques, parce qu'on n'est pas resté sans rien faire. Sur 100 parents qu'on prend, il n'y a que 11 qui soient attachés au point de dire « j'ai l'impression que c'est moi qui vais faire l'examen ». Et sur les 11, il y a 10 qui sont analphabètes. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que papa et maman qui n'ont jamais fait le CPE, qui n'ont jamais mis pied à l'école, lorsqu'on dit leur enfant va pour un examen, ils ont l'impression que c'est eux qui vont écrire. Et ils se mettent dans la peau de l'enfant. Et parfois, quand vous les voyez sur ces lieux de composition... Elles sont stressées. Non, elles sont stressées. Il y en a qui installent un marché de discussion, carrément. Absolument. Et on dit... Et puis, vous voyez, tout ce que l'enfant peut avoir... Bon, si c'est un déchargement de tout le stress de l'enfant sur les parents, je souhaite qu'il en soit ainsi pour tous nos enfants, afin que les parents prennent sur eux leur stress, mais qu'ils restent hors du portail, enfin, hors de l'enceinte. Mais comment procéder? Je suis curieuse de savoir, pour ces parents qui ont déjà imprimé cela à leurs enfants, mais qui n'ont pas de certificat de psychiatre, par exemple, de psychologue, mais savent que l'enfant a besoin de... Est-ce qu'il y a un moyen de faire un retour? Il faut commencer très tôt à lui enlever cela de la tête. Parce que un enfant qui grandit, s'il doit grandir et ne jamais sortir de la coupe de ses parents, même sa future femme a des problèmes. La femme là, elle aura des beaux-pères et belles-mères là qui ne pourront plus jamais se détacher de son mari. Et là, les dégâts sont nombreux. C'est très tôt qu'il faut commencer à montrer à l'enfant, tu es en train de grandir. Il faut que tu prennes tes responsabilités. Et puis demain, tu seras ci et ça. Nous, on ne sera pas là éternellement. Vous savez, le verbe s'est fait chair, on a dit dans la Bible. Si vous continuez de parler à vos enfants, vous allez voir la transformation. C'est automatique. Quand vous avez la chance d'être parent, ou même quand vous avez la chance d'être un enseignant éducateur. Parce que j'ai l'habitude de dire qu'un enseignant tout court, ça, c'est pas la peine. N'importe qui peut enseigner. 3 plus 4 égale 7. Très bien, écrivez ça. Mais éducateur, c'est celui qui voit dans les yeux de l'enfant et qui se dit, cet enfant qui dort en classe, alors qu'il sait qu'en classe on ne dort pas, il ne faut pas le taper. Il faut chercher à voir, est-ce qu'il dort à la maison? Est-ce qu'il n'est pas vide au mégon, ainsi de suite. Quand vous avez des parents de ce genre, ils arrivent à travailler la psychologie de leurs propres enfants, de sorte que l'enfant est autonome très tôt. Tout à fait. Et quand vous avez des enfants de ce genre, quand papa veut sortir, c'est « au revoir papa »,« au revoir maman ». Le contraire, c'est « maman, on va partir ». C'est ça. C'est ça. Et c'est ça qu'il faut éviter surtout. Nous allons partager avec nos téléspectateurs et avec vous aussi des messages d'internautes qui participent à cette émission. Il y a le lieutenant-colonel Romuald Breton qui écrit ceci. Il dit ce n'est aucun des trois. C'est juste une expression de l'anxiété que les parents ont ressentie durant leur propre année au collège ou au lycée. Les parents qui ont du mal à réussir leurs examens ont
sont les mêmes qui agissent de la sorte. Je cours continuer mon repos. Voilà, bonne chance aux candidats. Un message de Dossiovo Jacola qui dit « Pour moi, c'est un phénomène qui ne dépend pas des parents, mais plutôt dû à l'âge du candidat. La plupart des candidats au baccalauréat ont entre 16 et 18 ans, un phénomène rare avant. » Voilà. Et il y a Jacques Dossiovo qui dit « D'une part, il constitue un équilibre, une assurance pour eux. D'autre part, ils veulent s'assurer surtout de ce que l'enfant a mangé et enfin lui remonter le moral pour la prochaine épreuve. » Gisèle Dantinon nous dit la présence des parents le premier jour de l'examen peut être utile pour s'assurer que les enfants ont bien trouvé les salles, les numéros de table, etc. Après cela, que chacun aille vaquer à ses occupations, les parents s'exposent émotionnellement. J'en ai vu s'évanouir lorsqu'il y a un petit problème. Les enseignants et les responsables des centres d'examen sont bien outillés pour gérer les enfants. Que chacun joue sa partition, c'est à la maison qu'il faut doper le moral des enfants en leur faisant comprendre qu'on leur fait confiance et qu'ils fassent de leur mieux. Et Mémé Bouriana Dagia qui dit ceci: sur les questions posées, beaucoup de paramètres à cerner. Premier constat, les gens qui attendent jusqu'à la fin de la journée sont les mamans. Des femmes qui, pour peut-être la première fois, voient leur enfant très jeune aller à la conquête du parchemin pour devenir grand quelqu'un. L'enfant ne rentrera pas à la maison en début d'après-midi. A-t-il un besoin à satisfaire avant la reprise? Donc, beaucoup de questionnements au niveau des parents. L'assistance et le soutien des parents qui n'ont pas de contraintes autres que d'assister leurs enfants est une très bonne chose. C'est le témoignage de l'amour et de l'importance accordée au diplôme. Après tout, un enfant est toujours un enfant pour ses parents, quel que soit l'âge. Éponine Guézo nous dit « Je pense que ça ne sert à rien qu'un parent attende son enfant pendant la durée de l'examen. Je suis sûre que l'enfant n'a pas demandé ça. Le jour d'examen est normal. C'est normal d'accompagner son enfant, le suivre jusqu'à son installation en salle d'examen, tout en s'assurant que l'enfant ne manque de rien lors des différentes épreuves et si possible lui préparer sa gamelle de repas du midi et revenir chercher l'enfant à la fin des épreuves de la journée. Alors qu'un parent s'éternise au lieu d'examen, je dirais que c'est même bizarre pour moi. » Voilà. Et Mamita Bouriana qui revient, qui dit « Les parents intellectuels sont différents des demi-lettrés ou des analphabètes. Le raisonnement ne peut jamais être le même. » Yasmine Damata, parfois c'est à cause de la distance du centre d'examen que les parents restent. Ils profitent pour s'assurer du repas que l'enfant aura à prendre. Par contre, certains parents, c'est pour témoigner l'affection à leur bout de chou. Et Andrea Bachiomba qui dit ceci: bonjour chers tous, je nous salue. Accompagner les enfants dans un centre d'examen s'entend sous multiples facettes. Soutenir, s'assurer qu'il est bien rentré en salle. Peut-être si l'enfant est souffrant et vouloir l'assister pour éviter un revirement de situation. Par méconnaissance des tests relatifs aux examens ou l'accès dans les centres sont interdits. Le parent veut attendre pour faire manger l'enfant. Le parent manifeste une crainte à l'endroit de sa progéniture. De l'autre côté, nous pourrons dire que c'est dans un esprit de protection. Malheureusement, cela frise de la surprotection et quelquefois cela dérange même les enfants qui ne se sentent pas dans leur peau, s'attirent plus de regards. Ce sont des parents qui devraient être sensibilisés parce que ce comportement est comparable à un complexe d'infériorité ou de supériorité, ce que l'enfant pouvait développer plus tard en mal. Cette assistance ne saurait changer la situation de l'enfant dans ce moment précis, mais peut même amener l'enfant à commettre des erreurs tellement il pensait aux reproches des parents ou de la présence intempestive. Gilles Margue nous dit « Une dame a fait ça avec son enfant qui passait le CEP.
tellement elle était concentrée sur ce qui se passait dans le centre pendant la composition qu'on a volé sa moto juste derrière sans qu'elle ne s'en rende compte. Je pense que ça ne sert à rien de rester sur les lieux jusqu'à la sortie de l'enfant. Ça ne changera rien à la production de l'enfant sur sa copie. Et Frédéric Djodjouin dit « La présence bouscule les enfants vers le succès ». Et Jacques de Souyovo qui vient dire « Je voudrais ajouter aussi que parce que nous sommes en Afrique, principalement au Bénin, où la spiritualité, surtout lors des examens est de mise, les parents qui savent que leurs enfants sont un peu turbulents et négligents préfèrent rester là à les surveiller. Je me souviens que quand on allait à l'examen, nos parents nous disaient toujours de ne pas saluer les camarades ou ne pas rester là à bavarder avec eux, etc. Ouais. Voilà. Beaucoup de messages. Beaucoup de messages. Nous disons merci à nos internautes, aux téléspectateurs qui suivent l'émission et qui partagent avec nous leurs réflexions. Oui, Madame Lorraine, Patricia, vous avez écouté également beaucoup d'internautes qui ont réagi sur le sujet. Ouais. Je trouve que, je sais pas, le volet spirituel m'a plus interpellée. Ada. Ouais. Vous faites partie de ces parents qui interdisent aux enfants de serrer la main à leurs camarades parce que les autres vont leur arracher leur chance, ou bien... Non. Je ne suis pas superstitieuse, mais je crois qu'il ne faut pas, on est au Bénin, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Je crois qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et puis, il y a la turbulence des enfants. Les enfants, aujourd'hui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit, passent les examens très, très jeunes aujourd'hui. Ils ne sont pas grands, mais ils sont à des classes. Donc, il faut les surveiller. Il faut les surveiller 3 fois plus, puisqu'ils ne sont pas conscients. Ils savent pas peut-être, ils sont peut-être perturbés. Ils ont encore ce côté enfant, malgré la classe, malgré les examens. Et c'est en cela que la présence des enfants, des parents, ça rassure. Alors, Monsieur Fanou Sago, vous avez également suivi les messages, beaucoup de choses ont été dites. On a parlé de l'aspect spirituel, ne pas saluer les camarades. Qu'est-ce que vous dites de tout ça? Je voudrais dire que le parent le veuille ou pas, aujourd'hui, c'est Covid qui interdit de saluer les gens. Donc ça, bon, vous savez, quand vous êtes moralement fort, spirituellement préparé, si vous savez qui vous êtes, vous n'avez même pas besoin d'éviter de saluer quelqu'un sous prétexte qu'il va vous arracher ce que vous avez. C'est des superstitions. Je ne suis pas contre. Je suis... un traditionnaliste à 100%. Oui, je suis couronné, je suis intronisé, je suis tout. Je suis ici maintenant en tant que professeur, d'accord, mais dans d'autres milieux, je sais que cela existe. Mais écoutez, vous ne voulez pas que le froid vous attaque. Vous sortez le torse nu. Le froid, non seulement vous attaquera, mais vous pénétrera. Donc, vous voulez dire qu'il faut le préparer, le protéger. Il faut protéger votre enfant d'une façon ou d'une autre. Il faut protéger votre enfant de toutes les manières pour qu'une fois lancé sur le terrain des compétitions ou bien des grandes assemblées, qu'il soit à l'aise, qu'il soit autonome et qu'il n'ait pas besoin de vous là sur le champ. Vous n'êtes pas un gars de corps pour lui. Et dans le cas, M. Sago, où le parent ne sait, parlons de l'aspect spirituel, toujours pas prier, par exemple, n'est ni intronisé, n'a aucune protection, mais est-ce que ce n'est pas une façon de protéger l'enfant, en tout cas dans le physique, en lui disant ne parle à personne, ne souris à personne, quand on te parle, fuis, par exemple? Je vais vous dire une chose, c'est parce que nous ignorons nos potentialités que nous pensons qu'il faut être tard ou bien il faut être si avant d'être protégé. Mais vous êtes né protégé. Vous savez, la meilleure protection pour les adultes que nous sommes, parce que les enfants c'est des innocents, la meilleure protection c'est l'âme pure. Je suis clair, je ne te cache rien. Tu m'as refusé une bière hier, je me suis fâché. Très fâché. Mais quand je t'ai vu, Rock, comment ça va? Alors qu'au fond de moi, je suis pas content de toi. Ça, c'est mauvais. Je te vois, je dis, Rock, c'est pas bon ce que tu as fait. Moi, j'avais vraiment besoin d'une bière et tu me l'as arraché. Là, Rock va savoir que, ce qu'il a fait m'a fait mal. Et puis, on reprend sur de bonnes bases. Quand vous êtes pur, vous êtes correct, vous êtes altruiste, vous ne pensez rien de mal parce que c'est ce que tu fais qui te fait. Si vous avez l'habitude de tuer les coqs des gens, le jour va tuer votre mouton, ne regimbez pas. Si vous avez l'habitude d'embêter les enfants, de créer des ennuis aux gens, on va atteindre le vôtre très facilement. Donc sur ce volet-là,
ne salue pas les gens, ça crée en l'enfant une psychose dangereuse. Puisque à l'école, partout, c'est ça qui fait d'ailleurs leur force. Alors toi, comment tu as passé la journée? On se tire. Il y a cette solidarité-là qui leur remonte le moral. Et quand vous dites, ne salue pas, il y a une psychose que vous créez en lui. Il aura même peur de saluer les meilleurs amis. Il va commencer à se demander, mais pourquoi on a dit ça? Il va voir en vous, vous qui êtes son meilleur ami là, il va commencer à voir en vous un démon. Et là, c'est dangereux. Donc, je voudrais aussi bondir sur un aspect là. On a dit à des parents qui attendent. Et dès que l'enfant sort, on voit comment tu as travaillé. Et les épreuves l'a fait voir. C'est hyper dangereux. Moi, je ne trouve on commence à corriger l'épreuve. Non, jamais. Je déconseille ça sur toutes les chaînes. Quand votre enfant, même si vous êtes enseignant, et que l'enfant vient à la maison, il dit, papa, voilà les épreuves que nous avons eues. Moi, j'ai un beau neveu qui est allé au bac, il est revenu, il me dépose les épreuves, je dis, mets-les dans une enveloppe, dépose-les là. Il dit après à sa maman, à sa maman, papa Kasso, il n'a même pas touché aux épreuves. C'est quand il a tout fini que j'ai dit, mon cher, si je te disais par exemple, comment tu as traité l'anglais, est-ce que tu as trouvé ceci et tu dis non, est-ce que tu as trouvé ceci, je dis non. Le lendemain pour aller au cours, enfin pour la suite des examens, tu seras démoralisé. C'est pour ça que je laisse tout. Maintenant qu'on a tout fini, voilà, maintenant on peut attaquer. Donc c'est pas bon pour ces parents qui font ça. Mais parfois, tu permets, parfois lorsque l'enfant vous remet l'épreuve et a peut-être envie de se rassurer s'il a commis une erreur ou pas, et que vous ne le lui dites pas, il se sent, il sait qu'il a mal répondu peut-être et que vous ne voulez pas le blesser. Donc psychologiquement, ça peut le traumatiser aussi. Non, dites à l'enfant, tu vas à l'examen. Chaque fois que tu viens à la maison, que tu me donnes l'épreuve, n'aie pas peur. On va attendre que tu finisses pour corriger. Parce que si on commence la correction au jour le jour, tu seras bouleversé. Psychologiquement, tu seras désarçonné et tu ne pourras même pas continuer. Mais on a vu des enfants qui ont fait le bac. Je parle du bac. J'ai reçu les épreuves. C'est le garçon a une petite sœur à moi. Il est aujourd'hui à Paris, en Polytechnique. Il avait tout raté au départ. Dès que j'ai vu, j'ai dit à sa maman, attention, il ne faut même rien lui dire. J'ai dit, mon grand, continue seulement, bosse. Tu vas tout rafler. Et puis on ira un jour t'accompagner à l'aéroport pour une bourse étrangère. Il a été boosté, mais il a tout rattrapé. Là où il n'a jamais eu que 7 ou 8, il a eu 17. Donc, si j'avais corrigé avec les erreurs que moi j'ai vues, il serait démolarisé. Il se dirait, à quoi bon continuer si déjà je suis à ce niveau? Mais lorsque c'est l'enfant lui-même qui se met à la recherche des bonnes réponses, il va attaquer son cahier de l'épreuve qu'il vient de passer, il commence à chercher les réponses dedans, etc. Le parent n'étant pas là, un conseil à ces enfants-là. C'est pour cela qu'il faut conseiller à tous ceux qui vont à un examen. Réunissez vos épreuves, mettez-les. Ne corrigez ni avec vos camarades dans le centre d'examen, ni avec les tontons ou les fofos à la maison. Quand vous finissez une épreuve, mettez-la quelque part. Attaquez maintenant la révision de l'épreuve qui suit. Faites. Et quand vous allez tout finir, réunissez ça. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à nos élèves. C'est légitime qu'aujourd'hui, on a fini à midi. Je rentre et je dis, je vais voir si j'ai bien travaillé. C'est légitime. Mais il faut apprendre à l'enfant à ne pas aller sur ce terrain-là pour éviter des déconvenus. Donc, il y a effectivement, on a parlé de l'âge. C'est le grand drame, ça. Il y a des enfants qui vont au bac aujourd'hui à 11 ans ou à 12 ans ou à 14 ans. Je dis bien à 11 ans, puisqu'on a connu des cas comme ça. Alors, un enfant de 11 ans, vous savez ce qui s'est passé? Pour vous donner un exemple très simple. Un enfant a réussi à sa licence. Il a été affecté dans un ministère dont je ne vais pas appeler le nom. Et quand tout le monde va à 10h et quelques pour manger à la cantine, lui, il est avec les jouets. En tant que responsable d'un service dans un ministère, lui, il est avec des jouets, ça le tracasse. Et puis, c'est pas qu'il est un aspirant ingénieur qui se... Non. Il n'a pas fini de jouer. De s'amuser. Il a 11 ans, 12 ans. Il a eu le bac à 11 ans et quelques. Ensuite, licence. Et tout est allé très vite. Et il continue de jouer. Donc, c'est pour vous dire que des enfants de ce genre, on peut dire la précocité de l'enfant fait que les parents estiment qu'il faut l'épauler, mais pas dans le centre d'examen. D'accord. On peut rester, je prends le cas d'un établissement qui est au bord de la voie. Il y a des boutiques, il y a des, je ne sais pas, un peu de tout. On peut aller quelque part s'asseoir, à l'insu même de l'enfant, et dès qu'on sonne,
et qu'on ouvre le portail pour que vous puissiez arriver, vous revenez vers votre enfant, là d'accord. Mais s'asseoir là-dedans, il y a des parents qui n'arrivent même pas à quitter l'établissement où l'examen a lieu. Et c'est comme si on les a boulonnés quelque part sur un banc. On se demande comment ramener les parents maintenant à cette réalité-là. Madame Patricia, comment faire pour que les parents reviennent et se détachent complètement? Nous avons eu beaucoup de conseils, mais pour les mères qui ne sont pas pédagogues. Mais ça dépend aussi de quel type de parents ça donne à ces pratiques. Si tu as une occupation, si tu as quelque chose qui t'appelle à une heure donnée, tu ne peux pas, même si tu as la volonté de rester auprès de ton enfant, tu ne pourras pas rester. Donc ça dépend de quel type de parents ça donne à ces pratiques. Je crois, en parlant de plus en plus, ils vont comprendre que leur présence ne sert pratiquement à rien au centre des examens, mais leur accompagnement, c'est on a parlé de l'âge tout à l'heure. Vous aviez également dit, oui, ça dépend d'un enfant et ça varie en fonction de l'enfant, n'est-ce pas? Oui, mais quel que soit l'âge aussi, les enfants, déjà à 7 ans, même à 7 ans, ils se proclament déjà grands à la maison. Donc ça ne sert à rien d'être avec eux, de les accompagner. Ça, en tout cas, moi, mes enfants, si je veux être trop envahissante, ils me disent non, tu n'as pas besoin de faire ça. Non, on n'a pas besoin de toi. Non, il faut rester à la maison. Tu vois, donc pour moi, ce n'est pas des enfants grands, mais ça dépend de quel type de parents, ça dépend. Les enfants sont grands déjà à 7 ans à leur âge. Maintenant, un enfant qui va au CEP, c'est un diplôme pour aller au collège. Je ne vois pas l'utilité du parent à accompagner l'enfant. Si toi, tu dis, si tu décroches ton CEP, tu seras grand et tu seras collégien. Si je veux être collégien, pourquoi tu es encore derrière moi? Voilà. Il faut que les parents comprennent ça. Absolument. Merci beaucoup. Cela va tenir lieu de votre mot de fin, madame. Mais, professeur Toussaint Fanon, vous avez 15 secondes pour votre mot de fin, très rapidement. Je vais vous dire que vous êtes le bras audiovisuel de l'enseignement du système éducatif. Ne baissez pas les bras parce que vous aidez toute la nation et tout le système éducatif et surtout les parents. Merci pour ce que vous faites. Je suis ravi. Et merci à vous aussi pour la pertinente et précieuse contribution que vous avez apportée à cette émission, à ce sujet. Justement, beaucoup de parents en ont tiré beaucoup de choses, j'en suis certain. Merci à tous ceux qui ont participé à ce débat. Nous allons raccompagner nos invités en marquant cette pause. Paysage verdoyant, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Ah, Bénin, miroir de l'Afrique, venez vous y mirer tout simplement. Quand on s'y mire, on est plus beau. On est plus beau. Alors, après cet enrichissant débat, nous allons passer à Us et coutumes. Et aujourd'hui, Jennifer a voulu que nous allions chez les Aïzo. Voilà. Oui, nous allons chez les Aïzo pour découvrir quoi? Pour découvrir une cérémonie, le Avahui. Le Avahui, c'est ce que nous allons découvrir chez les Aïzo dans Us et coutumes. Les Aïzo qui sont dans les arrondissements d'Abanou, de Lissé Gazon, d'Avapa et dans la commune d'Alada bien sûr, ont une fête identitaire qui remonte à l'année 1963, que les pères fondateurs ont trouvé que ceux qui sont Aïzo et qui sont de la rivière qu'on appelle Ava, qui est une rivière sacrée que nous avons dans la région, tous ces fils-là doivent se retrouver et réfléchir pour créer un cercle de fraternité. Et chaque année, les Aïzo se retrouvent, les Aïzo de cette région bien sûr se retrouvent et discutent, essaient de voir qu'est-ce qu'ils ont en commun
ceux qui sont à l'étranger, ceux qui sont à l'extérieur descendent. Et ça se produit durant le mois d'août. Et précisément le dimanche qui suit le 15 août. Il y a un responsable qu'on appelle Avano. C'est lui qui est le chef de l'entité, de cette énergie-là. Donc c'est lui qui, avant la date, il a son collège et ils vont d'abord au niveau de l'entité pour l'informer qu'à telle date, nous voulons faire tel rituel pour la prospérité de tous les fils et filles de la région. C'est le dimanche là qu'il y a vraiment fête. Mais déjà le samedi soir, le samedi nuit, c'est en ce moment-là que Avano fonctionne. Avec son équipe, les immolations qui doivent se faire, ce qui doit se faire en ce moment-là, c'est en ce moment-là que ça se fait pour la prospérité de la région. Avant que le jour n'arrive, il y a un comité d'organisation qui est mis sur pied et le tissu de la fête est imprimé et des instructions sont données à tous les couvents. Donc les couvents vaudous sont instruits pour savoir qu'il faut prier pour tous les Aïzors qui sont de l'ère Ava, parce qu'on parle de Avahui. Et ceux qui sont dans ce cercle-là, on leur interdit aussi, qui sont spécifiques. Et bon, maintenant, on n'oblige pas tout le monde à faire les libations au niveau des couvents. Ceux qui sont chrétiens, ceux qui sont catholiques, ils vont faire les prières au niveau, on demande des messes spécifiques pour les ressortissants de la région, ceux qui sont protestants, ceux qui sont musulmans, chacun va suivant son obédience. Il n'y a pas une exigence à ce niveau. Et quand les prières sont finies, on se retrouve maintenant pour faire une grande fête où, sur la place publique, bien sûr, les autorités arrivent, les personnes, tout le monde, on se retrouve, on mange, on danse, et puis il y a un match de football, ainsi de suite. C'est une fête qui avait beaucoup d'étendue, qui rassemblait beaucoup de gens et maintenant ça perd un peu parce que il y a les mésententes. Les gens se sont énervés et ne participent plus et la fête n'a plus la même ampleur qu'elle avait. C'est une fête qui existait avant que d'autres fêtes identitaires n'arrivent au Bénin. Tous ceux qui sont à l'extérieur arrivent. Il n'y a pas un Aïzor de la région qui n'arrivait pas à l'époque. Mais maintenant, les gens ne sont plus aussi nombreux. Et mon souhait, c'est que cette fête-là reprenne. Eh oui, la fête identitaire chez les Aïzor s'appelle donc le Avahui. Le Avahui, une fête qui rassemble les fils et filles d'Aïzor. Absolument, autour de leur identité culturelle. Une fête qu'ils souhaitent reprendre encore. Et on espère qu'ils vont reprendre assez tôt parce que ça fait toujours du bien selon les explications qu'on a suivies. Ça renforce les liens familiaux, les liens amicaux, etc. Donc, merci à M. Aïna. Alors, on va passer au prénom africain et aujourd'hui, nous sommes toujours chez les Otamari. Otamari pour retrouver Justin Nata. Le vrai nom, c'est Tawé. C'est l'élision qui a donné le prénom Tawès. Quand vous prenez ce prénom-là, par exemple, en général, c'est des gens qui sont d'un caractère très fort. En général, ils sont d'un caractère très fort. C'est des dirigeants, c'est des personnalités qui sont très ouvertes, souvent très, très intelligents. Et puis, ils sont toujours dirigeants, en fait, les Tawé. Vous n'allez pas en trouver qui ne soient pas dirigeants et qui soient timides, non. Ils sont souvent au devant des choses et puis ça reflète vraiment leur personnalité. Ils sont souvent les dirigeants de leur groupe, de leur groupe d'initiation et puis c'est des personnalités entièrement à part. Les noms initiatiques des femmes, c'est autre chose. Mais c'est des hommes uniquement qui portent ce prénom. Les prénoms qui sont passés à nom de famille dans notre communauté, c'est vraiment très courant aujourd'hui. Moi, par exemple, je signe Nata.
j'ai dit tout à l'heure, Nata, c'est le 6e garçon d'une femme. Alors, c'est le prénom de mon grand-père. Quand les gens sont venus inscrire, demander à ce qu'on inscrive, on a dit quel est le nom de famille, on a donné Nata. Donc le prénom de mon grand-père. C'est pareil, c'est de la même façon que Tawes est devenu nom de famille. On demande à quelqu'un, écoute, comment s'appelle telle personne, comment s'appelle votre papa, et il dit, mais c'est Tawes. Alors les gens, ils inscrivent Tawes comme nom de famille. Donc en général, quand vous entendez Mponchanda, Kwagou, etc., Tawes, etc., ce n'est souvent pas des noms de famille. Très souvent, le nom de famille est là. On ne le découvre que pendant les panégéniques. Pendant que les gens récitent les panégéniques, pendant que les gens chantent les panégéniques de la communauté, c'est en ce moment que vous découvrez les noms de famille. Pour donner ce prénom Tawes, je ne pourrais dire exactement les conditions. Parce que c'est un prénom de couvent. Ils sortent du couvent avec ces prénoms-là. Moi, je ne suis jamais allé dans ce couvent et il m'est difficile de comprendre comment est-ce que ces prénoms-là étaient donnés dans le couvent. Pour savoir si ce prénom qui est devenu nom de famille se déteint son contenu sur les membres de cette famille, je dirais oui et non. Oui, parce que quand vous portez un prénom comme ça ou quand vous portez un nom comme ça, il y a un comportement qui vous suit. En général, on sait que de façon biologique, il y a certains gènes qui sont transmis donc, à ces enfants-là. Donc de cette façon-là, on peut dire qu'il y a un potentiel génétique favorable aux qualités dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais de l'autre côté, la science n'étant pas toujours vérifiée, c'est sûr qu'on va trouver quelques personnes très moches et qui ne remplissent du tout pas ces conditions-là, malgré le fait qu'elles porteraient le nom, ce nom-là, qui est un nom très valeureux. Et voilà donc les explications du prénom Tawes, qui devient Tawes, on entend ça couramment. Qui est le nom de famille de certaines personnes, justement. En tout cas, on a eu toutes les explications avec M. Justin Nata, qui nous apporte chaque fois des informations par rapport à l'air culturel Otamari. J'espère qu'un autre jour, nous aurons le plaisir de le revoir encore autour de cette table. Alors, Jennifer, puisqu'on est mardi, nous sommes dans les assiettes. Nous sommes dans les assiettes. Et nous allons voir la capture du jour. La capture du jour, c'est dans les assiettes. Oui, qu'est-ce que nous allons découvrir dans les assiettes ce mardi, Jennifer? Une bouffe? Oui, une bouffe, comme vous le dites, quelque chose que je sais que vous aimez bien, le piron rouge. J'espère que vous aimez. Ah oui? En tout cas, moi, j'aime. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait. Du bon piment, vert, des oignons émincés, lavés, présentés. La viande. Assez de viande et du piron rouge. Là. En tout cas, ce piron, vous savez qu'on l'a préparé avec l'eau qui a servi à rôtir la viande, l'huile qui a servi à frire, et puis vous imaginez ce que ça fait. On dirait que c'est vous qui l'avez, c'est un mec que vous avez réalisé à la maison. Par contre, c'est une copine qui l'a réalisé, et puis j'avoue que j'ai aimé. Donc vous avez mangé ça? Malheureusement, non. Et vous avez mangé ça? Non, parce que vous connaissez. Non, j'ai imaginé. Vous savez, souvent quand on veut faire ces choses-là, c'est souvent comme ça qu'on procède pour qu'il y ait plus d'effet. Oui, mais
tel que vous avez dit avec précision que c'est l'eau qui a servi à rôtir la viande qui a permis de faire le piron, ça veut dire que vous étiez là quand ça se préparait. Moi, non, j'ai juste vu la photo. Vous êtes amendé. Vous êtes amendé. Franchement, ça là, vous prenez la viande là, vous mettez. Mais ce n'est que partie remise. Vous mettez un peu la viande dans le piment. Ah, mais vous connaissez les bonnes choses. Avec un peu d'oignon. Tout à fait. Et puis vous prenez franchement. Un bon repas, en tout cas. Ça donne envie. Moi, j'aime bien ça. Hein. Ah oui, moi aussi. Invitez-moi seulement. Moi, je viens. Préparez si vous nous invitez. Je sais que vous êtes bon cuisinier, donc préparez, vous nous invitez. Ah oui, comme vous ne m'invitez pas, vous allez manger seul et après vous me montrez les images. Merci à vous, hein, merci. En tout cas, ça vous donne des idées. Parfois, il arrive à certaines femmes de ne pas savoir, d'être fatiguées de préparer les mêmes choses ou bien elles sont en panne d'inspiration pour le mets à cuisiner, tout et tout. Bon, ceci peut déjà vous donner une idée. Hein. C'est facile à réaliser, ça ne prend même pas de temps. Hein. Très facile à réaliser. Et puis, la famille a déjà mangé, tout le monde vous remercie et vous bénit. Ouais, c'est comme ça. En effet. En effet. Très bien. On va passer maintenant aux astuces. Aux astuces, oui. Aux astuces, juste après ce jingle. Habituellement, les mardis, Jennifer, elle nous apporte assez d'astuces, des astuces très intéressantes. Hein. Donc, moi-même, j'ai du plaisir à l'écouter parce que juste après, je les mets en application. D'accord. Et vous ne faites pas le retour. Non, vos astuces, franchement, je le dis, hein, ces astuces ont souvent été... Comme ça. Ouais. C'est pourquoi je suis tout de suite. Alors, d'accord. Voilà. Ça ne vous concerne peut-être pas directement, mais pourrait vous concerner parce qu'on ne sait jamais. Je peux recommander. Tout à fait. Nous allons parler des couleurs à privilégier pour l'entretien d'embauche. Voilà, c'est plus des recommandations que des astuces. Vous savez pourquoi vous pensez que ça ne me concerne pas? Bon, c'est pour ça que j'ai dit que c'est on jamais. C'est on jamais parce des couleurs à privilégier pour l'embauche. Oui. Déjà, je vais préciser que je parle de tout ce qui est bureau, tout ce qui est contrat, etc. Parce que il y a des types d'habits pour par exemple des ingénieurs, des agents de terrain, c'est bien différent de l'entretien que vous effectuez dans un bureau. Alors, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui, les couleurs à privilégier. Donc, en entretien d'embauche, l'attitude est importante, vous le savez, puisque c'est une attitude, une étape décisive. Comme on le dit souvent, l'habit fait le moine. Donc, il faut privilégier les couleurs relativement neutres, le bleu marine, le noir, le gris, le marron et le beige. Voilà les couleurs appropriées. Donc, mesdames, le bleu marine, le noir, le gris, un peu comme vous en avez là. Comme ça. Voilà, le beige. Je suis prêt à l'embauche, un entretien d'embauche là. Le beige sont les couleurs appropriées, que ce soit en tailleur, en robe, pour les femmes et tout ça. Sachez privilégier ces couleurs-là parce que cela donne une certaine personnalité, ça dévoile un certain pan de votre personnalité. Alors, les deux couleurs préférées des recruteurs, selon ce que nous avons recherché, sont le bleu marine et le noir. 23% d'entre eux recommandent aux candidats de porter exclusivement la première, c'est-à-dire le bleu marine, qui instaure un climat de confiance et de sérénité. Voilà, puisque vous le savez, les couleurs également communiquent et 15% conseillent de se cantonner à la deuxième pour le sérieux et l'élégance. Le noir, voilà, la bleu marine qu'on a vu tout à l'heure. Le noir, lui, représente l'élégance et le sérieux. Le bleu marine instaure un climat de confiance et de sérénité. Donc, quand vous aspirez à certains postes, voilà pourquoi il vaut mieux les privilégier. On en retrouve très souvent en costume parce que c'est la tenue adaptée justement à ces entretiens dont je suis en train de parler. Alors, elles définissent votre profil, votre personnalité ou encore votre dynamisme. C'est pourquoi elles peuvent être pertinentes. Et quand nous prenons le gris, cela est synonyme de logique, d'analyse ou d'indépendance. Ça, toujours un trait de votre personnalité. Le beige qui représente une certaine neutralité et le marron assez sobre qui représente la confiance. Mais pour être un peu plus risqué, on ne sait jamais, le rouge caractérise la passion et le pouvoir, l'énergie. Donc, cela peut être un bon point pour vous. Ça dépend du poste que vous visez et démontrer que vous êtes ambitieux. Pourquoi ne pas mettre une cravate rouge, voilà, sur du blanc avec le sérieux et l'élégance en noir. Tout ça aussi, c'est pour passer un message. Donc, il est très important de tailler importance aux couleurs sur
surtout quand on va vers un certain profil dans certaines sociétés, dans certains types d'entreprises pour faire correctement passer le message. Nous allons également parler de la couleur orange. Vous savez, elle est déconseillée par 25% des employeurs et gardez à l'esprit qu'elle peut aussi être synonyme de dynamisme et de gaieté. Je pense que les femmes peuvent trouver un moyen de mettre de l'orange dans leur robe sans paraître agressif. Donc, il en va de même pour un peu comme ce que vous avez fait là. Voilà, un peu comme ça. C'est de l'orange là. Je vois de l'orange. Voilà, un peu comme ça. Ce n'est pas encore criard du tout. C'est pareil pour le vert, le jaune, le violet. Je pense aussi qu'en tissu imprimé, ça peut passer parce que là, on parle de tout le monde, que ce soit les Africains ou pas. Mais en tissu imprimé, je pense que quand c'est assez sobre, ça peut passer le violet. Et ce sont... il y a certaines couleurs qu'il faut à tout prix éviter. Donc, nous y reviendrons pour les autres fois. Absolument, il y a certaines couleurs qu'il faut éviter. Mais bon, il y a des risques aussi qu'il faut prendre en mettant, par exemple, du rouge. Le rouge, on sait que, bon, celui-là, il peut être un leader. Exactement. Ça dépend du poste auquel vous postulez. Et vous savez, dans certains pays, la couleur de la cravate du président de la République transmet un message. Et tout ça est étudié. Le président de la République ne met pas n'importe quelle cravate à toutes les occasions. Lorsque le message, si ma mémoire est bonne, lorsque le message est vraiment grave et très sérieux, eh bien, il met la couleur rouge. Voilà, en cas de conflit, de diplomatie, en danger de guerre, d'annonce de guerre, par exemple, c'est exactement ça. Il met la couleur rouge pour annoncer que ça ne va pas. C'est un message assez fort qu'il fait passer. Mais si c'est pour annoncer une bonne nouvelle d'une mesure sociale comme ça, un bon bleu comme ça, bleu marine, bleu ciel, voilà, comme ça passe. Donc il faut tenir compte de ça. Et même quand le téléspectateur ou le citoyen voit le président porter cette couleur, il comprend que le président veut certainement apporter une bonne nouvelle ou bien une mauvaise nouvelle, etc. Donc, je pense que les couleurs ont tout en leur sens. Merci beaucoup. Merci. Allez, nous tendons déjà vers la fin de cette émission. On va retrouver rapidement Fatih, non? On retrouve Fatih. On va retrouver Fatih et danser un peu avec elle. Elle a chanté My Happiness, ma plus grande... Elle a dit quoi déjà? Mon plus beau cadeau, ma meilleure mélodie. Voilà. Beaucoup de très, très, très belles paroles en tout cas. En tout cas, des paroles que je vous invite à savourer et à danser, puisque nous allons danser tout à l'heure, vous allez voir. Allez! Ma plus belle histoire. Embrasse-moi quand tu sais le faire. T'es mon plus bel habit, mon meilleur ami. Ananou Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mon verre, mon yéné, doit watch me. Donnant des terres, ouais, cassement. Mon verre, mon ouki, côté, ouais, binou. Allo, d'allomé, ni mon verre, mon yéné, doit watch me. Donnant des terres, ouais, cassement. Mon verre, mon ouki, côté, ouais, binou. Mon yéno, j'ai my happiness. Sur laquelle je veux m'asseoir. C'est mon plus beau cadeau et ma meilleure mélodie. Ananou Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps, chérie, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mon verre, mon yéndé, doit watch me. Donnant des terres, ouais, cassement. Mon verre, mon ouki, no kiko. Allo, d'allomé, ni mon verre. Mon verre,
My happiness. Et voilà, c'est ça, My Happiness de Fatih. C'est avec cette belle mélodie que nous bouclons cette émission. Nous vous demandons de continuer à danser, à chanter My Happiness chez vous, mesdames et messieurs. Nous avons eu du plaisir à passer ces moments avec vous, n'est-ce pas, Jennifer Sativi? Absolument, et nous allons vous retrouver demain avec ce même plaisir. Oui, avec le même plaisir, nous allons vous retrouver demain pour une autre émission avec une nouvelle thématique. Et demain, vous savez de quoi nous allons parler? Nous allons parler de la béninoiserie. La béninoiserie, est-ce un label à défendre? Eh bien, nous allons en parler demain. Prenez donc le rendez-vous, mesdames et messieurs. Toute l'équipe technique se joint à nous pour vous souhaiter une très belle journée. Allez, au revoir et à demain. C'est ma plus belle erreur, ma plus belle histoire. Embrasse-moi comme tu sais le faire. T'es mon plus bel habit, mon meilleur ami. Ananouché.